partir du moment où vous avez des peuplements forestiers qui sont en stress, manque d'eau, excès de chaleur, ils deviennent très attractifs pour ces insectes qui vont alors se développer et pulluler. C'est-à-dire qu'ils vont aller même jusqu'à connaître plusieurs générations par an. Belvédère. Le podcast du département de l'Isère. Du Vercors à la Chartreuse jusqu'aux forêts de Chambaran et de Bonnevaux, l'Isère est l'un des plus grands départements forestiers de France. Pourtant, même si ce n'est pas aussi visible que dans d'autres régions comme dans le Grand Est, des menaces pèsent sur ce trésor auquel nous tenons tous. Même nos hêtraies sapinières de montagne sont menacées, fragilisées par les coups de chaud, les épisodes de sécheresse successifs. Nos épicéas sont attaqués par des ravageurs qui prolifèrent de façon inquiétante. Le changement climatique se fait déjà sentir et la seule certitude, il va s'intensifier dans les années à venir. Et il ne faut pas attendre la fin du siècle pour s'en préoccuper. Alors que le département lance un ambitieux programme de plantation et de régénération de la forêt, Henri Moulin, technicien sylvicole à l'Office national des forêts en Isère, à Grenoble, nous explique tous les enjeux, les pistes envisagées pour préserver ce patrimoine séculaire essentiel à l'humain. Je travaille à l'Office national des forêts en Isère, je suis chargé de sylviculture. Donc en fait, je fais de l'animation technique sylvicole auprès de mes collègues techniciens forestiers pour les accompagner dans la gestion forestière des espaces dont ils ont la charge. Tout d'abord, les forêts domaniales, donc qui appartiennent à l'État, mais également dans les forêts communales, qui sont aussi des forêts publiques, donc qui appartiennent aux collectivités locales. Et l'Office national des forêts en Isère travaille sur un peu plus de 100 000 hectares. L'État nous les confie en gestion et nous devons les gérer en bon père de famille. Donc mener toutes les actions qui sont nécessaires à ce que ces forêts puissent perdurer dans le temps et assumer les différents rôles qu'attend la société, qui sont à la fois, bien sûr, une vocation de production de bois, puisque la société a besoin de bois, l'homme en a besoin. Ce sont aussi des espaces qui participent aux loisirs des citoyens, qui sont aujourd'hui très prisés, notamment depuis le confinement. Il y a de plus en plus d'attentes de la population. Et puis la forêt en Isère a aussi un rôle essentiel en matière de protection des sols, protection des routes contre les risques naturels, protection des habitations, donc risques qui sont les avalanches, les chutes de pierres, mais également les événements torrentiels comme on en a connu le mois de décembre dernier, là, avec des fortes précipitations soudaines. Et puis, au milieu de tout ça, bien sûr, cette forêt est un réservoir essentiel de biodiversité. Et ces espaces bénéficient quand même d'une certaine protection. Donc aujourd'hui, nous sommes soumis au changement climatique. Donc on pourrait dire que jusqu'à présent, les forêts de l'Isère ont plutôt mieux résisté que d'autres. Cela dit, toutes sont soumises à ce changement. C'est une réalité. Ça va dépendre beaucoup des régions déjà, du département, et puis des essences qui sont en place et du mode de gestion qui est pratiqué. Par exemple, si on prend le nord du département, la moitié nord du département, avec la zone dite du Bas-Dauphiné, nous avons hérité de certains peuplements forestiers, résineux, qui ont été plantés à la grande époque du Fonds forestier national. C'était une politique de l'État qui encourageait, après la Deuxième Guerre mondiale, à replanter du résineux, parce qu'il était nécessaire pour la construction notamment. Et que les choix qui ont été faits à l'époque de plantation notamment d'une espèce comme l'épicéa se révèlent aujourd'hui n'étant plus adaptés par rapport à cette évolution du climat. L'épicéa étant une espèce avant tout montagnarde et qui, après des épisodes successifs d'été chaud et sec, se trouve confrontée à du dépérissement. Cette fragilité va favoriser les attaques d'insectes ravageurs que sont les scolites, donc qui vont entraîner des dépérissements massifs. Donc on a plusieurs parcelles d'épicéa qui ont dû être coupées parce qu'elles étaient mortes ou fortement dépérissantes.
un peu dans les Chambarans, un peu dans les Bonnevaux, et puis également sur le pays viennois, quoi. Ça, c'était, on va dire, des peuplements forestiers qui étaient très artificiels dans le sens où ils étaient issus de plantations. Mais on observe également sur des peuplements plus naturels, notamment des sapinières de montagne, du dépérissement. Par exemple, sur les versants de Chartreuse ou du Vercors, là où les sols sont assez superficiels et où le sapin est parfois descendu en altitude plus qu'il n'aurait dû. Et là, après plusieurs étés chauds et secs, on a observé plusieurs dépérissements assez importants sur certaines communes, comme par exemple Quai, Sarcenat, sur Sainte-Marie-du-Mont, où on a dû exploiter des sapins prématurément parce qu'ils étaient dépérissants ou morts. On a également constaté des dépérissements sur le frêne qui est soumis à des attaques d'un champignon qui s'appelle la calarose. Ces attaques-là sont favorisées par le changement climatique. Et ça, on l'observe un peu sur tout le département. Alors après, en parallèle de tout ça, nous avons quelques petits signes d'impact de changement climatique sur d'autres forêts, toutes les forêts de Beldon, par exemple, qui sont essentiellement composées d'épicéas pour la partie supérieure. Ce sont des espaces qui, en cas on va dire de manque d'eau et d'excès de chaleur, vont être rapidement impactés par l'insecte dont je vous parlais tout à l'heure, le scolite, sur notamment la vallée du Haut-Bréda, donc au-dessus d'Alvar, où on a des petits spots de dépérissement, donc d'arbres morts. Et ça, c'est vraiment en lien avec le changement climatique. C'est un insecte qui a toujours été présent dans nos forêts, avec des populations à un niveau très faible, donc qui se contentaient, on va dire, d'attaquer l'arbre ou les 2 ou 3 arbres très affaiblis. Or, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où vous avez des peuplements forestiers qui sont en stress, donc manque d'eau, excès de chaleur, ils deviennent très attractifs pour ces insectes, qui vont alors se développer et pulluler. C'est-à-dire qu'ils vont aller même jusqu'à connaître plusieurs générations par an, donc se reproduire massivement. Et donc là, on peut avoir des dépérissements massifs entraînés donc à la fois par le changement climatique qui lui-même entraîne une pullulation de ces insectes. Belvédère. Le podcast du département de l'Isère. Alors par rapport à ces risques-là, nous, ce que nous essayons, bien sûr, déjà, c'est de surveiller l'évolution. Donc pour cela, nous avons un réseau de correspondants observateurs dans le cadre du département santé des forêts, donc avec des personnes qui ont un œil très attentif sur l'évolution de l'état sanitaire des arbres. Ce réseau-là permet d'avoir un état des lieux sur les espèces qui sont affectées et également toutes les différents pathogènes, insectes ou champignons qui sont présents. Parce qu'il y en a qui sont là depuis longtemps, qu'on connaît, mais il y en a aussi des nouveaux qui s'installent, qui arrivent et qui parfois créent des désordres bien au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Par exemple, la pyrale du buis qui est arrivée chez nous il y a quelques années et qui a décimé beaucoup de buis que nous avions là sur les coteaux autour de Grenoble. Et aujourd'hui, il en reste très très peu de vivants. Et puis ensuite, chaque technicien qui est sur le terrain, en tout cas chez nous, à l'Office national des forêts, bien sûr, lors de son travail au quotidien, va observer l'évolution de sa forêt. Et en cas on va dire d'attaque détectée,
va essayer de trouver, d'apporter une solution pour éviter que ça se propage si l'insecte ou le champignon qui est en place est susceptible de se développer. Donc ça va être par exemple sur l'épicéa, une récolte rapide des arbres qui sont infestés pour éviter que les insectes qui sont sous l'écorce s'envolent et aillent attaquer les arbres voisins. Les indices sont pour les résineux des pertes d'aiguilles, des colorations anormales, hein, c'est-à-dire que les arbres qui se mettent à rougir, les aiguilles sont en train de sécher. Ça va être également des pertes de feuillage. Et puis ensuite des décollements d'écorce qui révèlent les insectes qui sont sous l'écorce. Alors l'arbre, dans un premier temps, il essaye de se défendre, de réagir, de s'adapter. Et parfois, c'est la mort qui est inéluctable et qui provient parfois rapidement dans le cas de l'épicéa. Les solutions, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. La première, c'est d'essayer de gérer ces espaces de la manière la plus durable et qui préserve à la fois la diversité des espèces que nous avons la chance d'avoir, mais qui préserve également les sols qui sont essentiels à la bonne santé de nos forêts. Un sol qui va être fortement tassé par des engins ne sera plus un sol vivant. Et un sol qui n'est pas vivant n'est pas propice à une bonne croissance des arbres et à une bonne résilience de ces forêts. Ensuite, dans nos actions sylvicoles, ce que nous cherchons, c'est à maintenir ou améliorer la diversité des espèces, c'est-à-dire éviter d'avoir une seule essence dans une forêt. Parce que si un problème survient sur cette espèce-là, forcément, le couvert forestier va être bouleversé et les fonctions différentes de la forêt qui sont attendues par notre société ne seront plus remplies. Donc c'est cette forêt diversifiée que nous cherchons à améliorer, à valoriser. Et là, on parle de concepts, au sein de l'Office national des forêts, de concepts de forêt mosaïque, c'est-à-dire une juxtaposition de peuplement, d'essences diverses, d'âges divers, de traitements divers aussi, c'est-à-dire qu'on peut avoir du taillis, de la futaie régulière, de la futaie irrégulière, où on va avoir des âges différents sur la même parcelle. Donc tout ça pour multiplier les chances de résilience de ces espaces forestiers. Donc ça, c'est la première voie par rapport à ce qui existe actuellement. La deuxième, c'est lorsqu'il y en a besoin, d'amener des essences qui soient plus adaptées au changement climatique et en fait d'accompagner, de faire de la migration assistée. C'est-à-dire que ce qui est attendu à l'échelle de la fin du siècle, c'est une remontée du climat en altitude de 6 à 800 mètres dans les Alpes et en latitude d'environ 800 km. Donc avec des distances comme ça, les espèces qui sont aujourd'hui sur notre territoire ne pourront pas suivre cette rapidité. Certaines espèces comme le chêne vont se déplacer naturellement à une distance comprise entre 50 mètres et quelques centaines de mètres par an. D'où l'idée de planter des arbres d'espèces ou de provenance qui seraient demain plus adaptés. Par exemple, un sapin qui a poussé dans les Pyrénées ou dans l'Aude, on peut supposer qu'il a des prédispositions pour résister davantage aux excès de chaleur et au manque d'eau que par exemple un sapin qui aujourd'hui pousse au cœur de la Chartreuse et qui a été habitué à avoir des précipitations régulières et en quantité suffisante. Le cèdre de l'Atlas est une espèce qui est beaucoup plus résistante au manque d'eau et à l'excès de chaleur. Donc l'idée, c'est en certains points du département
d'implanter ce qu'on va appeler des îlots d'avenir ou des îlots fondateurs, des groupes d'arbres de ces espèces-là qui, s'ils arrivent à bien s'adapter, demain seront en capacité aussi de se reproduire et donc de contribuer à la diversité des forêts. Je vous ai parlé du cèdre. On essaye aussi de travailler avec des sapins dits méditerranéens, les sapins qui viennent de Turquie par exemple ou d'Espagne, qui ne sont en fait que les cousins de notre sapin pectiné. Nous essayons aussi de travailler avec des chênes, par exemple le chêne chevelu, qui vient plus de régions du sud, le chêne pubescent, alors que nous avons déjà sur le département, mais qui sera demain étendu à d'autres forêts, et puis on va dire d'accompagner aussi des espèces déjà présentes sur le département, mais de les accompagner vers le haut, donc en altitude, les aider à remonter. Par exemple, le chêne Cécile, qui est présent en plaine, on va le remonter un peu en altitude. Le châtaignier aussi peut être remonté également en altitude. Alors la difficulté, c'est de remonter les espèces, on va dire progressivement, c'est-à-dire qu'il y en a, on sait qu'elles seront sans doute beaucoup plus adaptées à la fin du siècle, mais peut-être qu'aujourd'hui, il est trop tôt pour les installer, parce que notamment, elles vont être encore soumises à des froids qu'elles ne sont peut-être pas en capacité de supporter. D'où la nécessité de bien connaître l'écologie de ces espèces-là. Et pour ça, nous disposons d'un certain nombre d'outils issus des différents travaux de recherche qui ont été conduits. Grâce à ces outils, on peut faire des simulations et donc essayer de se projeter à la fois par rapport à l'écologie de ces essences, de se projeter dans le climat de demain. L'arbre, c'est une autre échelle de temps. C'est un minimum de 50 ans, voire un siècle, même plus. Mais il faut savoir que les forestiers ont déjà planté des espèces sur le département, notamment dans le cadre de la politique de restauration des terrains en montagne, donc qui a été mise en place après le milieu du 19e siècle, pour reboiser notamment des terrains qui étaient fortement soumis à l'érosion. Et c'est comme cela que, par exemple, le pin noir d'Autriche a été implanté dans le sud du département, sur la Matésine, sur le Trièves, et qui aujourd'hui donne des arbres qui sont des arbres adultes, dont certains sont même récoltés pour être sciés. Plus récemment, si on va sur le mont Rachet, donc qui domine l'agglomération, il y a une petite forêt domaniale qui s'appelle la forêt domaniale RTM de la Tronche, et sur laquelle, en partie sommitale, vous pouvez observer qu'il y a des résineux. Ces résineux, ils ont été plantés au milieu du XXe siècle parce qu'il y avait des phénomènes torrentiels assez actifs et intenses qui causaient des désordres, des désagréments dans la zone habitée qui se trouve en dessous. On a des pins, on a des espèces de sapins, on a du cèdre, qui ne sont pas des espèces autochtones. On peut se dire que ces espèces-là, dans des contextes qui sont quand même déjà difficiles, sol superficiel, des expositions chaudes, ce sont des arbres qui ont assez bien résisté et qui ont une croissance tout à fait intéressante. Si je prends par exemple le massif de Champs-Rousses, en forêt domaniale de Prémol, donc toute la partie supérieure qui est à proximité de l'Arcelle, est aujourd'hui une forêt essentiellement composée d'épicéas, donc une forêt résineuse, avec quelques sapins éparpillés. Et donc là, il y a une opération d'enrichissement, de diversification, avec plantation de hêtres. Et en fait, là, c'est vraiment pour, on va dire, accompagner la migration des espèces vers le haut, puisque le hêtre, pour l'instant, il est à une partie inférieure en altitude. Donc en fait, voilà, ce sont des zones expérimentales. Il ne s'agit pas de les reproduire partout, mais bien de se focaliser sur certains sites et de bien suivre ce qu'il va se passer. Donc pour pouvoir... Alors nous travaillons bien sûr régulièrement avec le département de l'Isère. Nous avons mis en place un réseau de sites d'avenir avec justement des placettes expérimentales sur lesquelles soit une sylviculture différente est conduite, soit déjà des essences ont été implantées, par exemple sur la commune de Pierre-Châtel,
nous avons l'année dernière mis en place un dispositif de test d'espèces et de provenance de sapins différentes. Avec le département également, nous les avons accompagnés sur l'année 2021, mettre en place 5000 arbres en différents sites du département. Et donc là, cette année, nous sommes ravis d'accompagner le département dans la mise en place d'un projet ambitieux qui consisterait à implanter ou accompagner plus d'1 million d'arbres sur le département, sur plusieurs années bien sûr. Probablement qu'une partie des arbres qui seront plantés seront des arbres d'essence ou de provenance différentes et plus adaptés que ceux que nous avons aujourd'hui en place. La forêt fait vraiment partie du patrimoine du département de l'Isère et les habitants y sont très attachés. Donc nous essayons d'apporter notre petite pierre pour faire en sorte que tout se passe au mieux et que ces forêts soient demain toujours présentes et répondent aux différentes attentes de la société. Mon belvédère à moi en Isère, je dirais que c'est le pas de la Clé sur la bordure du Vercors qui donc domine la plaine de l'Isère et que je trouve emblématique puisqu'à la fois il permet d'embrasser du regard différents paysages forestiers, mais également avec cette marque dans la falaise donc, qui a été réalisée par l'homme et qui permettait à une époque d'emmener le bois du plateau du Vercors sur la vallée de l'Isère pour ensuite être transporté par flottage. Ce lieu est assez, on va dire, mystérieux, sauvage. Et moi, j'adore me promener sur cette crête et passer par cet endroit-là. Belvédère. Le podcast du département de l'Isère. Merci beaucoup Henri Moulin. Vous venez d'écouter le 8e épisode de Belvédère, le podcast du département de l'Isère. Il a été réalisé par Véronique Granger avec le concours d'Émilie Vadel du studio Scadianco pour le mixage et d'Annick Berlioz pour la prise de son. La musique est signée Denis Morin de Vague Imaginaire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le faire savoir et à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur toute autre plateforme. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur le site isère.fr, rubrique Belvédère, pour ne manquer aucun épisode. À très bientôt.